Mes parents m'ont regardé droit dans les yeux, m'ont tendu un unique billet. 200 € tout neuf, et m'ont dit que je n'étais plus leur fille. Pendant 5 ans, ils ont ignoré mes messages, ont bloqué mon numéro et ont fait comme si je n'existais pas. J'étais morte à leurs yeux jusqu'à mardi dernier. En moins de 24 heures, mon téléphone a littéralement explosé sous le coup de 88 appels manqués et d'une avalanche de messages frénétiques, provenant de cette même famille qui m'avait jeté comme un déchet. Pourquoi ce soudain retournement de situation? Parce que ma petite sœur est tombée sur mon nom sur Internet, a fait une découverte qui l'a laissée en larmes, et a appelé nos parents dans un état de panique totale. Soudain, la fille qu'ils avaient abandonnée faisait de nouveau partie de la famille. Mais ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient par pure cupidité et par désespoir. Suivez mon histoire jusqu'au bout pour découvrir l'expression de leur visage lorsqu'ils ont compris qu'il était trop tard. Je m'appelle Chloé. J'ai 28 ans. Et si vous me voyez aujourd'hui, vous penseriez probablement que la vie a toujours été facile pour moi. Pourtant, il y a 5 ans, ma vie s'est brisée en l'espace de 5 minutes. Cela s'est passé en plein milieu du salon familial. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents avaient une préférence évidente pour ma petite sœur, Léa. Léa était l'enfant prodige qui ne faisait jamais rien de mal, tandis que j'étais le bouc émissaire sur lequel retombait la moindre contrariété. Le point de rupture est survenu lorsqu'une grave erreur financière a menacé l'entreprise de mon père. Léa avait divulgué par imprudence des données confidentielles de clients à un cabinet concurrent pour tenter d'impressionner un garçon. Mais lorsque les répercussions sont arrivées, elle s'est effondrée en larmes et m'a directement pointé du doigt. Mes parents n'ont même pas pris la peine de me demander ma version des faits. Ils n'ont pas vérifié les historiques de connexion ni examiné les fichiers. Ils ont simplement laissé éclater le ressentiment profond qu'ils nourrissaient à mon égard. Mon père s'est levé, le visage déformé par la rage, et a hurlé que j'étais un parasite qui détruisait cette famille. Ma mère s'est contentée de regarder froidement, hochant la tête en signe d'accord. Mon père a plongé la main dans sa poche, en a sorti un unique billet de 100 € froissé, et l'a jeté sur la table basse. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: « Prends ça. C'est le dernier centime que tu recevras de notre part. Fais tes valises et sors de chez nous. Tu n'es plus notre fille. » Ils m'ont littéralement mise à la porte, ont claqué la lourde porte d'entrée derrière moi. Et ont coupé tous les ponts. Les premiers mois qui ont suivi la fermeture de cette porte ont été un véritable cauchemar. 100 € ne permettent pas de reconstruire une vie. C'est à peine suffisant pour faire les courses d'une semaine. J'ai fini par dormir sur un canapé dépareillé et inconfortable dans le studio exigu d'une amie à Paris, ravalant ma fierté chaque jour. Le poids émotionnel était bien plus lourd à porter que les difficultés financières. Soupir d'ironie dans les moments de pur désespoir, quand l'anxiété devenait trop forte pour être ignorée, j'ai tenté de les recontacter. J'ai appelé le téléphone de ma mère, voulant simplement entendre sa voix, mais l'appel se coupait dès la première demi-tonalité. Il avait bloqué mon numéro. J'ai essayé de leur envoyer des messages sur les réseaux sociaux, rédigeant de longs paragraphes pour expliquer la vérité sur l'erreur de Léa, mais mes comptes se heurtaient à des blocages froids et systématiques. J'étais complètement effacée, morte pour le monde dans lequel il vivait. Mais le chagrin finit par se transformer en rage de vaincre. J'ai compris que personne ne viendrait me sauver. J'ai donc décidé de me sauver moi-même. J'ai enchaîné des journées épuisantes de 16 heures, cumulant un emploi d'assistante de vente mal payé la journée et un travail de serveuse dans un bistrot parisien le soir.
Économisant le moindre centime, je survivais grâce à des nouilles instantanées et à une détermination sans faille. Avec le très mince capital que j'ai réussi à mettre de côté, j'ai commencé à me former au commerce en ligne et au marketing digital. Je passais mes nuits à étudier les algorithmes et les tendances du marché pendant que le reste du monde dormait. Lentement, ma petite activité en ligne a commencé à décoller. Un lancement réussi en a entraîné un autre, puis s'est transformé en une véritable marque numérique. Dès la 3e année, j'ai quitté le monde de la vente. À la 5e année, j'avais bâti à partir de rien un empire prospère et très rentable. Je n'avais plus besoin de leur amour. J'avais construit ma propre sécurité. Mardi dernier, j'étais assise devant l'îlot en marbre poli de mon nouvel appartement avec vue sur les toits de Paris, sirotant un expresso tout temps. Analysant les marges bénéficiaires trimestrielles de mon entreprise. Soudain, mon téléphone a commencé à vibrer. Il ne s'est pas contenté de sonner. Il tremblait violemment contre le comptoir en pierre alors qu'une pluie de notifications envahissait l'écran. Je l'ai saisi, pensant qu'il s'agissait d'une urgence dans l'un de mes centres logistiques. À la place, mon cœur a raté un battement. L'écran affichait un tourbillon chaotique de noms que je n'avais pas vus depuis 5 longues années. Maman, papa, Léa. Le compteur d'appels manqué grimpait rapidement, s'arrêtant finalement à exactement 88 appels. Ma boîte vocale était totalement saturée. Pendant une demi-décennie, j'avais été un fantôme pour ces personnes. Et pourtant, maintenant, mon téléphone surchauffait sous l'effet de leur soudaine insistance. Les doigts tremblants, j'ai ouvert les messages. Le ton froid et venimeux qu'ils avaient employé pour me chasser avait complètement disparu. À la place, s'affichait une vague écœurante et désespérée d'affection forcée. Ma mère avait écrit, « Chloé. Ma chérie, s'il te plaît, réponds-nous. Nous nous sommes inquiétés à mort pour toi pendant toutes ces années. Il faut absolument que l'on se parle. » Les messages de mon père étaient tout aussi frénétiques, me suppliant de décrocher. C'était totalement irréel. Il ne se comportait pas comme une famille qui avait pris conscience de son erreur. Ils agissaient comme des gens pressés par le temps. J'ai compris à cet instant précis que quelque chose d'important s'était produit et j'étais bien décidé à découvrir de quoi il s'agissait. J'ai complètement ignoré mes parents et j'ai composé le numéro de Léa. Elle a répondu dès la première sonnerie, la voix rauque et tremblante, étouffée par de nouvelles larmes. « Chloé. Oh mon Dieu, Chloé, c'est vraiment toi, a-t-elle sangloté, l'air complètement paniqué. Je n'ai pas partagé son émoi. J'ai gardé une voix aussi froide et lisse que de la glace. Pourquoi m'appelles-tu, Léa? Pourquoi tout le monde harcèle-t-il mon téléphone après 5 ans d'un silence absolu? Entre 2 respirations saccadées, la vérité a fini par éclater. Léa m'a expliqué qu'elle était assise devant son ordinateur, naviguant par hasard sur le site d'un magazine économique prestigieux qui dressait le portrait des meilleurs jeunes entrepreneurs du numérique de l'année. En faisant défiler la liste de ces multimillionnaires partis de rien, elle était tombée nez à nez avec mon visage, mon nom et un article détaillé mettant en avant le succès financier phénoménal de mon entreprise ainsi que l'explosion de ma valeur nette. Elle avait été si choquée qu'elle en avait lâché sa tasse de café, mais ses larmes ne coulaient pas par fierté pour sa sœur aînée. Elles provenaient d'une panique pure. Léa a avoué qu'elle avait couru directement vers nos parents, en pleurant, tout en leur montrant l'écran. Il s'avérait que l'entreprise familiale s'effondrait sous le poids d'une montagne de dettes accumulées, et qu'ils étaient sur le point de déposer le bilan. La sœur qu'ils avaient rejetée sans
Ménagement avec un simple billet de 100 € était désormais la seule personne assez riche pour leur éviter la ruine complète. Je ne leur manquais pas. Ils s'étaient simplement rendu compte que le bouc émissaire dont ils s'étaient débarrassés était devenu leur unique bouée de sauvetage financière. Avant même que je ne puisse assimiler les aveux de Léa, j'ai entendu un bruit de froissement à l'autre bout du fil, et la voix de ma mère s'est soudainement interposée, ayant visiblement arraché le téléphone. « Chloé, ma chérie, a-t-elle pleuré, la voix dégoulinante d'une chaleur artificielle qui m'a donné des frissons de dégoût. Dieu merci, tu es en vie. Tu nous as tellement manqué. Nous pensons à toi chaque jour et notre cœur a été brisé par la façon dont les choses se sont terminées. C'était une performance digne des Oscars, faisant totalement l'impasse sur le fait qu'ils avaient bloqué mon numéro pendant une demi-décennie. Elle n'a pas perdu de temps pour en venir à son véritable objectif. Elle a insisté sur le fait que nous devions laisser le passé derrière nous et nous reconstruire en tant que famille, m'invitant à un dîner privé et urgent dès le lendemain soir dans un restaurant gastronomique parisien très chic. Je suis restée silencieuse dans mon appartement, l'écoutant tisser sa toile de mensonges, identifiant instantanément le piège. Il pensait que j'étais restée la jeune fille naïve qu'il pouvait manipuler avec un peu d'affection forcée. Mais je n'étais plus cette personne. Un plan astucieux a commencé à se dessiner dans mon esprit. Je voulais voir exactement jusqu'où irait leur cupidité éhontée, et je souhaitais qu'ils révèlent leur vrai visage dans un lieu public où ils ne pourraient pas se cacher. Le restaurant était un établissement particulièrement sélect et feutré du centre de Paris, le genre d'endroit où les accords se négocient à voix basse sur des nappes blanches. Lorsque je suis entrée, je portais un tailleur de créateur impeccablement ajusté, dégageant l'assurance totale d'une femme maîtresse de son avenir. Dès que mes parents et Léa m'ont vu approcher, ils se sont levés d'un seul mouvement. Ma mère s'est aussitôt précipitée vers moi les bras ouverts, essayant de me serrer fort contre elle tout en me murmurant à quel point j'étais magnifique. Mon père a affiché un sourire crispé et nerveux, tendant la main pour me tapoter l'épaule comme si ces 5 années d'abandon glacial n'avaient été qu'un malentendu mineur. C'était une véritable démonstration d'affection familiale superficielle. Nous avons passé commande, durant les 15 premières minutes, ils ont limité la conversation à des banalités superficielles, évitant soigneusement la triste réalité de la façon dont ils m'avaient rejeté. Mais leur patience était particulièrement limitée et leurs véritables intentions ne pouvaient pas rester cachées bien longtemps. Dès que les plats principaux sont arrivés, soupir d'ironie, mon père s'est raclé la gorge nerveusement et a posé son verre de vin. Il n'a pas présenté d'excuses. Au lieu de cela, il a fait glisser une épaisse pochette cartonnée sur la table dans ma direction. À l'intérieur se trouvait un document juridique détaillant la procédure de sauvegarde et de liquidation judiciaire de leur entreprise. Il m'a regardé droit dans les yeux, sa voix perdant toute sa fausse chaleur alors qu'il exigeait que j'utilise les actifs de ma société pour éponger leurs dettes massives et leur acheter une toute nouvelle maison, affirmant avec fermeté: c'est ton devoir en tant que fille reconnaissante. J'ai lentement baissé les yeux vers les documents, puis je les ai regardés à nouveau, ne ressentant rien d'autre qu'une froide lucidité. J'ai repoussé la pochette de l'autre côté de la table, j'ai fixé mon père dans les yeux et je leur ai dit qu'il ne recevrait pas un seul centime de ma part. Le visage de mon père a pris une vilaine teinte cramoisie et il a commencé à bégayer des menaces de poursuite judiciaire pour abandon, mais je me suis contentée de sourire. Avant de me rendre à ce dîner, j'avais demandé à l'équipe juridique de mon entreprise de verrouiller l'intégralité de mes actifs personnels et professionnels. Ils ne pouvaient rien tenter sur le plan légal, et ils le savaient parfaitement. J'ai plongé la main dans mon sac de marque, j'en ai sorti
Un unique billet de 100 € tout neuf et je l'ai posé fermement sur la nappe blanche juste devant eux, déclarant calmement en me levant pour partir, c'est pour ma consommation. Et considérez le reste comme un pourboire pour la leçon que vous m'avez donnée il y a 5 ans. J'ai tourné le dos à leur visage. Furieux et hurlant, puis je suis sorti du restaurant, définitivement libéré de leur cupidité toxique. Aujourd'hui, je mène une vie épanouie que j'ai construite entièrement selon mes propres règles. À présent, je suis très curieuse d'en savoir plus sur vous qui avez suivi mon parcours jusqu'au bout. Qu'auriez-vous fait si votre famille était revenue en rampant dans votre vie après 5 ans d'un silence absolu? Seriez-vous parti comme je l'ai fait? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et d'ici là, n'hésitez pas à me dire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est parvenue.